Bonjour à toutes et à tous, le chalet en bois c'est la carte postale du ski. Mais certaines stations sortent des sentiers battus, à l'exemple de la station de Flaine. Créée il y a 50 ans, cette station faite de béton peut repousser et pourtant elle cache de nombreuses innovations. Par exemple, peu ou pas de voitures dès l'origine, création d'un réseau de chauffage collectif et puis surtout une certaine idée du vivre ensemble avec par exemple de l'art avec des œuvres monumentales installées en plein air. Alors pour ce nouveau numéro de Point de vue, nos invités sont d'abord Arnaud Dutheil, le directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et puis notre deuxième invité sera Gilbert Coquard, le directeur du Centre d'art. Ces deux invités nous permettront de mieux comprendre ce qu'est la station de Flaine. L'art et l'architecture, c'est le thème de notre nouveau numéro de Point de vue cette semaine. À 1600 mètres d'altitude, la station de Flaine a été inaugurée en 1969. Elle est le fruit tout d'abord d'un architecte, Marcel Breuer, et puis le fruit aussi d'une vision, celle de Sylvie et Éric Boissonnat, qui sont véritablement les financeurs de cette station Flaine. Flaine est une station de type 3e génération. Alors pour comprendre ce qu'est Flaine, notre invité aujourd'hui est Arnaud Dutheil. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, le directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Haute-Savoie. Vous allez essayer de nous faire comprendre ce qu'est la station de Flaine. Tout d'abord, qu'est-ce que le CAUE, l'organisme que vous dirigez? Voilà. Alors le CAUE a 40 ans, vous voyez, donc un organisme déjà bien installé, qui est d'échelle départementale, et son rôle c'est de conseiller les élus, mais également tous les acteurs en fait, de l'aménagement, de la construction, dans le but de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Voilà. Donc travailler pour que nous gardions un cadre de vie agréable à vivre, et en Haute-Savoie, c'est un beau challenge. Alors Flaine, station qui a 50 ans, la station peut repousser sur son côté architecture très béton, mais pour autant, Flaine a d'abord été conçue et créée dans un souci véritablement fonctionnel. C'est ça ce qu'il faut comprendre de Flaine. C'est vraiment un archétype, on va dire, assez exceptionnel de station, qui s'inscrit vraiment dans un contexte particulier. Le contexte, c'est, en fait, on n'est plus au lendemain de la guerre, hein, la France se reconstruit, c'est déjà reconstruite, il y a une prospérité qui commence à se faire jour, et surtout l'avènement d'une société de loisirs. Hein, les gens commencent à avoir des moyens, et on déclenche en fait ce qu'on appelle le plan neige, c'est-à-dire on veut amener un maximum de gens à la montagne, respirer le bon air, profiter des loisirs, du ski qui se développe énormément. Et donc on développe des stations dites intégrées, c'est ce que vous avez dit dans votre introduction, de 3e génération. Une station intégrée, ça veut dire qu'il y a un seul opérateur, un seul architecte. Voilà. On confie en fait à un opérateur le soin de concevoir la totalité de la station, tous les services. La particularité, on va dire, de ces stations, qui sont à la française, on pourrait dire, hein, c'est qu'elles ont un concept de station ski au pied, donc finalement très environnemental, on pourrait dire. C'est qu'on laisse sa voiture et on vit, on passe toute sa semaine, ou les 10 jours, à skier sans se préoccuper de sa voiture. Voilà. Et on trouve tous les services à portée de main, en fait. Voilà. Tout est facilité pour passer toutes ces journées sur le domaine. Ça veut dire que quand on est parti d'une feuille blanche, hein, véritablement pour aménager Flaine, il y a donc 60 ans, inauguration il y a 50 ans, on s'est déjà dit, on veut mettre la voiture de côté, on était déjà dans une question un peu de développement durable? Alors on ne le disait pas comme ça à l'époque, hein, voilà, mais oui, c'était l'idée. Alors, ce qui est intéressant dans cette station, vous l'avez dit, hein, donc c'est le couple Boissonnat qui crée la station de Flaine, et ils ont une idée, en fait, ce ne sont pas des promoteurs, enfin, vous voyez, ce ne sont pas des promoteurs immobiliers, ils ne veulent pas faire un coût immobilier. Ils ont envie d'apporter la modernité à la France. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en fait la France prend du retard par rapport aux autres pays. Ils vivent aux États-Unis, ils voient des créations voilà, assez exceptionnelles, ils veulent l'apporter en France. Et ils se disent que la station de ski, c'est un bon endroit pour apporter cette modernité. Et leur idée, c'est vraiment d'amener les gens à la montagne avec presque une idée, vous voyez, de retraite, on va dire, par rapport au monde. Vous voyez, on se retire un peu du monde pour venir à la montagne, profiter du ski, mais également voilà, passer un bon temps en famille, enfin, vous voyez, se retirer un petit peu voilà, de l'agitation. Voilà. Donc un côté un petit peu austère, presque un petit peu, qu'on retrouve dans l'architecture. Il y a ce côté austère de l'architecture, mais qu'est-ce qui a été finalement novateur à l'époque quand on a créé Flaine? Quelques exemples. Les Boissonnat vont faire appel à Marcel Breuer. Marcel Breuer, c'est un grand maître du design, du Bauhaus. Voilà. Et donc, de toute façon, lui, son architecture, si vous voulez, elle est
quelque part prédéterminé. Hein, c'est-à-dire qu'il arrive avec une architecture moderne très affirmée. Cette modernité, c'est notamment la préfabrication. Hein, c'est que dans son art, dans sa pratique de l'art, il a déjà construit beaucoup aux États-Unis. Pour lui, c'est vraiment l'aboutissement de la modernité, c'est la préfabrication. Donc il va amener, une usine de préfabrication va être installée en bas, hein, dans la vallée, à Maglan, du côté de Maglan. Voilà. Il y a un câble en fait, qui va monter les éléments préfabriqués. Voilà. Et ces éléments préfabriqués sont extrêmement bien faits, extrêmement finis. Les coffrages sont en métal, ils sont chauffés la nuit. Enfin, vous voyez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez ça, c'est extraordinaire, la pérennité. C'est-à-dire que tous ces panneaux voilà, sont dans un état assez exceptionnel. Vous voyez, c'est assez. Voilà. Donc, la modernité, c'est une modernité technique. Vous voyez, voilà. Une modernité architecturale, c'est-à-dire qu'on est hyper fonctionnel, hyper rationnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un architecte moderne qui a l'habitude plutôt de construire, vous voyez, sur des terrains plats, confronté à la montagne. Et donc de voir comment est-ce qu'il va adapter ces concepts extrêmement forts, rationalistes, avec la montagne qui, elle, présente des pentes, un climat difficile. Voilà. Alors on voit des réussites, et puis aussi on voit où cette idée a rencontré quelques difficultés. Voilà. Il y avait quoi de novateur? Il y avait aussi la question des réseaux de chaleur, voilà, des réseaux totalement cachés et masqués. Voilà, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, ils installent un chauffage au gaz, voilà, ce qui était tout à fait novateur enfin, pour l'époque. Hein, et on sait qu'au niveau pollution, voilà, c'est excellent. Hein, un chauffage collectif. Ils enterrent tous les réseaux, y compris donc un câble télé. En fait, hein, il y avait une télé interne à la station, ce qui était là aussi très, très exceptionnel. Et puis, je reviens là-dessus, c'est la rationalité, en fait, c'est un élément environnemental qu'aujourd'hui on recherche. C'est-à-dire, ça paraît, aujourd'hui, on parle beaucoup de densification, par exemple, hein, des villes, et on voit bien que ici, on a une densité, voilà, qui est ouverte sur la montagne, hein, mais qui apporte ce côté environnemental qu'on recherche aujourd'hui, même si l'expression architecturale ne semble pas, elle, être développement durable. Voilà. Et puis, on a aussi créé rapidement des sorte de premiers téléphériques et funiculaires urbains, des choses comme ça? Oui, oui, alors c'est vrai que toutes ces... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les Boissonnais étaient à l'affût finalement de ces éléments modernes, donc tout ce qui était télécabine, oui, on a petite crémaillère là, voilà, qui relie les deux niveaux, là, qui est tout à fait très Bauhaus, j'ai envie de dire. Le Bauhaus, c'est une école de pensée qui épure en fait tous les éléments. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui ne sert à rien. Voilà. On privilégie de la fonction et de la forme. Voilà. C'est ça l'idée du Bauhaus. Et tout le travail de Breuer va se porter sur une architecture, on va dire, globale, hein, c'est-à-dire qui concerne autant les bâtiments que le mobilier également. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va concevoir un environnement global pour les êtres humains. Alors, Flaine, finalement, est aujourd'hui classé. Oui, tout à fait, oui. Il y a des éléments de Flaine qui sont classés, bien sûr. Le dernier élément classé, c'est la chapelle là, qui se trouve derrière nous. Que l'on a entendu. Hein, voilà, qu'on a entendu, oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Qui est alors, elle, complètement dessinée par Marcel Breuer. Parce que Marcel Breuer, en fait, a évidemment plusieurs agences. Une agence implantée en France pour gérer les projets français. Mais lui va tenir à dessiner lui-même ce bâtiment. Et puis, alors, il y a aussi l'intérieur des bâtiments, puisque oui. Alors ces bâtiments extérieurs sont véritablement en béton, mais même l'architecture intérieure, elle est dans le style de ce qui se faisait dans les années 50 avec une certaine mode. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les cheminées, les... Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'y a aucun décor, en fait. Hein, on est dans une architecture fonctionnelle, pure et dure, et très peu de matériaux. Du bois, du béton, du verre. C'est tout. Donc les cheminées, oui, sont en béton, avec des prouesses techniques, on va dire, puisque certaines cheminées sont suspendues, enfin avec des masses assez impressionnantes. Et tout ça est dans un état absolument magnifique. Alors malheureusement, le mobilier, en fait, quand les gens achetaient un appartement à Flaine, ils pouvaient choisir dans un catalogue le mobilier. Bon, évidemment, le mobilier a plus ou moins disparu. Voilà, il y a eu des changements importants. Est-ce qu'on peut dire que Flaine, finalement, a été un laboratoire? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans l'architecture actuelle de 2019? Alors, oui, Flaine a été un laboratoire, mais au même titre peut-être que d'autres stations. Hein, c'est-à-dire qu'on peut citer la station des Arcs, on peut citer Avoria. Voilà. C'est à chaque fois des aventures humaines extraordinaires. C'était des gens qui étaient très jeunes, voilà, qui abordaient une fonction nouvelle, de loisirs nouvelles, hein, c'est la pratique du ski. Bon. Donc des programmes nouveaux, une envie d'aller de l'avant, vraiment, hein, c'était...
oui, c'était l'époque où on allait sur la Lune, hein, voilà, hein, je dis souvent, voilà, pour mettre en situation. Donc oui, c'était un laboratoire. Dans le cas de Marcel Breuer, c'était quand même, il avait déjà, c'était pas pour lui une architecture nouvelle, véritablement. Mais ce qui a été nouveau pour lui, c'est la confrontation à la montagne. Voilà. Et la particularité de Flaine, c'est dans l'esprit des fondateurs, c'était un enjeu culturel important. C'est-à-dire qu'ils ont amené avec la station, ils ont amené la musique et ils ont amené les œuvres plastiques. Alors les œuvres, on va en parler effectivement après, hein, avec le directeur du centre d'art de Flaine. Je reviens sur l'architecture. Finalement, dans tous ces bâtiments, certains sont peut-être ont pu être rénovés ou réaménagés, en tout cas à donner un petit coup de jeune, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Finalement, en 50 ans, il y en a un ou deux qui ont été retouchés, mais pas tant que ça. Ça veut dire que c'était vraiment de la qualité, ce que vous disiez au début? Ah oui, une qualité exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on est quand même en altitude, hein, donc le climat est quand même rude, donc on a quelques éclatements de béton, enfin il y a de l'entretien à faire, mais c'est normal. N'importe quel bâtiment en fait doit avoir de l'entretien. Moi je voudrais insister sur l'œuvre plastique de Marcel Breuer. C'est-à-dire qu'en fait on a des façades, en premier coup d'œil on se dit ouais, finalement, tout est uniforme. Ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que chaque façade a été dessinée, chaque façade est différente, et tout le travail a consisté à créer des reliefs qui animent la façade au fil de la journée. C'est-à-dire qu'au fil de la journée, vous avez un jeu du soleil qui se fait, qui crée des ombres géométriques, et c'est assez extraordinaire de voir ça. Enfin, donc il y a une variation des façades tout au long de la journée. Et pour Marcel Breuer, c'est vraiment la pointe avancée de la pratique de l'architecte. Il considère avoir tout résolu, les problèmes techniques, les problèmes fonctionnels, tout ça c'est résolu. Et donc il va s'élever jusqu'à penser la lumière. Vous voyez Est-ce qu'on peut dire que c'est son œuvre finale à Marcel Breuer ou pas forcément? Ah, moi je pense que c'est une œuvre majeure de Marcel Breuer, ça c'est clair, c'est évident. Ouais, c'est pas la grande, c'est une de ses œuvres? C'est difficile de dire laquelle en fait, mais bon, parce qu'il en a fait quand même quelques-unes aux États-Unis, bon, voilà, en France aussi, enfin, qui sont assez exceptionnelles. Il fait un centre IBM à la Gaude, voilà, qui est aussi magnifique. Enfin bon. Ouais. Est-ce que des étudiants viennent régulièrement étudier Flaine? Est-ce que c'est aussi un site d'études? Ah mais non, mais bien sûr, bien sûr. Moi j'ai reçu il y a 2 mois, j'ai reçu des étudiants d'architecture qui venaient d'Allemagne. Hein, qui sont venus visiter Flaine, c'est très régulier. Mais surtout, vous avez des passionnés qui viennent, enfin qui franchissent même l'Atlantique pour venir passer une semaine à Flaine pour le plaisir de l'architecture. Ça paraît étonnant, mais c'est des gens qui sont amoureux d'architecture, qui viennent voir Marcel Breuer à la montagne. Voilà. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'effectivement, on a cette idée de la carte postale du chalet à la montagne. Ça, on l'a et elle reste hein, dans le milieu de la montagne. Mais quand bien même, cette architecture dite béton plaît et séduit aussi tout un public et toute une population. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le temps a passé. Et ce que vous disiez au début, voilà, sur le fait que ça pouvait un peu repousser, c'est de l'histoire ancienne. On s'aperçoit qu'il y a les nouvelles générations qui arrivent, des gens qui ont 25, 30 ans, finalement s'interrogent et se disent mais comment est-ce qu'on a pu construire ça? Pourquoi s'intéressent en fait à cette histoire. Enfin, voilà, ça s'inscrit maintenant dans l'histoire de l'architecture et dans l'histoire des Alpes, on pourrait dire. C'est ça qui est étonnant. Allez, pour terminer, Arnaud Duteuil, est-ce qu'il y a un bâtiment en particulier ou une œuvre, quelque chose qui vous plaît plus que d'autres dans Flaine, ou finalement il faut le regarder d'une vision globale? Il y a un élément qui vous intéresse plus que les autres? Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure aujourd'hui de Flaine. C'est qu'aujourd'hui, ici, on crée des bâtiments, aujourd'hui, ou qu'on a inauguré récemment, qui reprennent cette aventure, ce vocabulaire, adapté évidemment aux contraintes d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'histoire, elle continue. Voilà. Eh bien, l'histoire continue et va continuer encore après les espère. 50 ans de la station de Flaine. Merci à vous, Arnaud Duteuil. Merci. On rappelle que vous êtes le directeur du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement pour le département de la Haute-Savoie. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Flaine, c'est une architecture, mais c'est aussi un musée à ciel ouvert. Un Picasso d'un côté, un Vasarely de l'autre, et puis cette œuvre de Jean Dubuffet, le fameux Bocteau. Flaine est doté d'un centre d'art et nous accueillons aujourd'hui le directeur du centre d'art de Flaine, Gilbert Coquart. Bonjour. Bonjour. C'est un peu le bazar, hein. À Flaine, vous en avez partout des œuvres d'art. Faut un peu ranger. C'est un peu notre petite collection personnelle. Enfin personnelle non, en fait c'est notre héritage légué par les fondateurs de Flaine, Éric et Sylvie Boissonnin.
Ce qu'il faut comprendre de Flaine, c'est que véritablement c'est une station où on parle d'architecture et d'art et tout ça a été mélangé et mêlé dès l'origine, pensé par ses créateurs, Sylvie et Éric Boissonnat. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre les personnages. Quand ils se lancent dans le projet de Flaine, Éric et Sylvie Boissonnat à cette époque-là habitent aux États-Unis. Éric Boissonnat travaille pour la firme Schlumberger, recherche pétrolière, et il a épousé Sylvie Schlumberger, d'où l'historique de la fortune. On est chez des grands bourgeois, protestants, amateurs d'art, d'architecture, de musique classique. Et Flaine, en quelque sorte, ça va être l'utopie réalisée d'Éric et Sylvie Boissonnat. Quand ils construisent Flaine, dès les débuts de la station, en 71, ils ouvrent un centre d'art contemporain. Une chose assez curieuse en station, on va dire. Dans les hôtels, il y avait déjà des aménagements avec le mobilier design des années 70, issu par exemple de chez Knoll et autres. Et ils vont au centre d'art organiser des expositions pour présenter quelque chose que les vacanciers ne connaissent pas forcément et ouvrir la station à l'art et à la culture en général. Finalement, ils ont été aussi chercher certains architectes, tel Marcel Breuer. C'est aussi c'est Marcel Breuer qui a décidé Flaine ou c'est bien les fondateurs, les Boissonnat, qui ont décidé de Flaine? Comment ça s'est fait? Alors, pour l'histoire, en fait, c'est Gérard Chervaz, qui est un architecte suisse, qui venait en vacances au Carreau, qui faisait du ski de randonnée, et qui découvre, entre guillemets, le site et qui dit c'est un endroit parfait pour faire une station. Il va chercher des promoteurs, comme toutes les stations, les arcs, etc. Et à Flaine, en fait, il va tomber sur Éric et Sylvie Boissonnat, qui avaient un peu une idée en tête de construction, d'aménagement. Et comme ils faisaient aussi de la montagne et du ski, ils sont partis sur ce projet. Mais Éric Boissonnat n'était pas du tout promoteur immobilier. Pour construire le début du projet de Flaine, en fait, avec Chervaz, ils ont été débauchés toute l'équipe de Courchevel, l'atelier d'architecture en montagne. Et après, Éric Boissonnat s'est dit qu'il fallait asseoir la notoriété de Flaine. Et comme il voulait une architecture particulière, il a pensé qu'un architecte renommé et connu ferait l'affaire. Et il se trouve qu'ils habitaient aux États-Unis, à côté de New York, à New Canaan, qui est un petit lieu un peu moderniste et privilégié à cette époque-là aux États-Unis. Et dans leurs voisins, il y avait des architectes célèbres, dont Marcel Breuer. Et c'est comme ça que Boissonnat a proposé à Marcel Breuer d'être le patron de la station de Flaine, l'architecte de la station de Flaine. Oui, c'est vraiment une entente cordiale. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est effectivement Marcel Breuer qui va tout dessiner. C'est-à-dire qu'il a un peu pris de court l'équipe française qui avait déjà fait quelques projets. Marcel Breuer a mis toute son équipe américaine sur le projet Flaine. Et assez rapidement, comme il était venu visiter, repérer les lieux, voir les 3 niveaux, il va grosso modo dessiner. Je vous ai amené quelques plans. Et Flaine a donc été presque dessinée aux États-Unis, en tout cas par des Américains. Alors, elle a été dessinée par l'équipe d'architectes de Marcel Breuer, qui effectivement venait des États-Unis. Et après, dans l'équipe, il va y avoir des Français embauchés. Gérard Chervaz va rester, il y a d'autres gens qui vont rester, d'autres vont partir. Mais le papa de Flaine, c'est bien Marcel Breuer. Et comment on en arrive après à mêler architecture et art? Pourquoi à Flaine, on a en plein milieu de la station des œuvres d'art comme celle-ci par exemple? Alors, je vous montre ma deuxième petite photo. On est à Noël 1973. Donc la station a 3-4 ans. Et voilà, Éric et Sylvie Boissonnat sont au centre d'art de Flaine. En fait, la culture, c'était quelque chose qui faisait partie de la vie intégrale des Boissonnat. L'association de Sylvie Boissonnat qui gérait les affaires culturelles de Flaine s'appelait La Culture pour Vivre. Et donc on a vraiment cette philosophie de dire on veut à Flaine faire un lieu total. C'est-à-dire on va dans la journée faire du ski, le soir aller au centre d'art et à la bibliothèque et après assister à un concert à l'auditorium. C'est vraiment Sylvie Boissonnat qui était très sensibilisée à l'art. C'est surtout elle, c'était vraiment sa partie à Flaine. Pardon, Éric Boissonnat lui était ingénieur de formation, et plus en charge de la construction et du développement. Et toute la partie artistique et culturelle a été menée et initiée par Sylvie Boissonnat. C'est sa patte. Mais comment elle arrive à convaincre un Picasso, un Dubuffet ou un Vasarely de venir créer une œuvre magistrale en plein air? Ah, alors les Picasso, l'histoire est assez intéressante parce que les Boissonnat ont eu la chance de rencontrer Picasso à Paris en 1958, lors d'une exposition. Et
ils vont découvrir ces petites maquettes de têtes de femmes de Picasso et obtenir l'accord de Picasso pour un jour avoir la possibilité d'agrandir une de ces maquettes, puisque c'était le souhait de Picasso. Et bien plus tard, quand ils vont se lancer dans le projet de Flaine, ils vont avoir cette idée en tête qui va rester. Et c'est pour ça que l'hôtel qui est à côté de nous s'appelle Le Totem, parce qu'au début, c'était le totem de Picasso. Et les Boissonnat vont être extrêmement tenaces sur cette idée, et ils vont relancer le projet dans les années 80-90, obtenir l'accord de la succession Picasso, et avec l'aide aussi du Centre Pompidou, avec qui ils ont beaucoup d'affinités, ils vont faire réaliser l'agrandissement de la tête de femme de Pablo Picasso qui a été posée à Flaine en juin 91. Donc il y a presque 30 ans sur ce projet, et en fait c'est la dernière œuvre monumentale posée à Flaine par les Boissonnat, qui est quelque chose, enfin un Picasso monumental dans une station de sport d'hiver au bout du monde, à 1600 mètres. Bon, C'est incroyable. c'est incroyable. Et cette œuvre de Jean Dubuffet, ce Bocteau? Alors là, ça a été une commande des Boissonnat à l'artiste, sachant que Jean Dubuffet avait déjà créé ces petits dessins d'arbres. Alors, pour l'histoire, Jean Dubuffet, lui, il sculptait des petits blocs de polystyrène. Il n'est pas venu ici sculpter le marbre, évidemment. Donc, il faisait des petits blocs de polystyrène, il faisait des maquettes, et ensuite, c'était agrandi dans des ateliers. Donc, la maquette du Bocteau des 7 arbres existait. Il y en avait même 8 à l'époque. Et après le Vasarely, les Boissonnat voulaient poser une sculpture monumentale dans la station et se sont tournés vers Jean Dubuffet. En fait, ces arbres ressemblent un peu aux bouleaux qui sont à côté. On retrouve un peu les côtés noirs et blancs. C'est assez ludique, c'est très majestueux, assez grand aussi. Oui. Et voilà, donc du coup, ils ont fait eux aussi, à ce moment-là, ils ont fait réaliser l'agrandissement de la petite maquette de Jean Dubuffet. Aujourd'hui, combien d'œuvres d'art on répertorie dans la station, en extérieur? En extérieur, alors, donc là on a la trilogie principale, c'est Vasarely, Dubuffet, Picasso. À l'entrée de la station, on a la fontaine de glace de Carl Nejar. En extérieur, c'est les principales. À l'auditorium, juste dans le hall de l'auditorium, on a une très belle fontaine de Paul Bury, qui est aussi une œuvre monumentale. Et dans la chapelle, il y a 4 tableaux très beaux. Est-ce que maintenant Flaine peut encore évoluer et grandir et attirer de nouveaux artistes, une espèce de nouvelle vague à Flaine? Est-ce qu'on pourrait envisager que Flaine subisse ou aille vers une nouvelle forme d'art? Pourquoi pas? Soit par du graffiti, soit par autre chose. Hein. Oui, alors on continue. On a bien sûr, comme vous avez dit au début, un peu ce musée, entre guillemets, à ciel ouvert. C'est notre legs, notre héritage. On continue les activités au Centre d'art de Flaine, même si on a des moyens un peu réduits par rapport à ceux de Sylvie Boissonnat. Mais on continue à inviter des artistes, à créer des pièces pour des expositions, à faire des résidences d'artistes. Les stages de musique classique existent toujours à Flaine. Et après, effectivement, se pose la question qui est, en gros, et après Picasso. On a réalisé, par exemple, avec les remontées mécaniques, on a fait avec un artiste une installation dans le hall d'entrée du téléphérique, avec des grands néons. Et quand les skieurs rentrent dans le hall du téléphérique, ils voient cette pièce nouvelle. On est en train de réfléchir toujours avec eux sur une nouvelle installation sur le hall de sortie du téléphérique pour mettre en valeur un espèce de tunnel et l'arrivée sur le paysage du Mont Blanc. Donc on continue des projets comme ça. Et c'est vrai que là, dans le développement de la station, on aimerait bien un jour à nouveau poser une œuvre d'art monumentale en extérieur. S'oppose juste la question de l'argent, la souscription. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'on a tous cette idée en tête, mais il faut trouver un successeur à Picasso et je pense que c'est là où c'est un peu complexe. Alors peut-être un jeune artiste émergent, extrêmement talentueux, avec une idée innovante. Je pense qu'on s'orientera comme ça, mais les Boissonnat sont un peu partis avec leur chéquier, on n'a plus tout à fait les mêmes moyens. Alors Gilbert Coquard, vous dirigez le Centre d'art de Flaine. Les vacanciers, quand ils viennent justement visiter votre site, le Centre d'art, est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils sont connaisseurs? Alors, la majorité des vacanciers, évidemment,
sûrement la première fois qu'ils rentrent un peu dans un lieu d'art. Ils sont surpris parce qu'on a des expos qui sont un peu faites aussi pour interroger, interpeller. On essaye quand même que ce soit léger, parfois ludique. Là, on a une exposition qui interroge un peu l'architecture Marcel Breuer, mais de façon comme si on avait multicoloré tous les bâtiments, les immeubles. Donc voilà, on essaye d'avoir ça. Dans nos vacanciers, on a aussi beaucoup de jeunes publics. Donc on essaye d'avoir des expositions assez ouvertes et compréhensibles pour tout le monde. Comment les vacanciers perçoivent le fait qu'il y ait de l'art dans une station? C'est bienvenu ou c'est quelque chose de vraiment ubuesque? Non, non, c'est bienvenu parce que quand on leur dit, éventuellement on ne sait pas, là il n'y a rien qui est indiqué, mais c'est fait exprès. Mais quand on leur dit après Vasarely, Picasso, Dubuffet, là ça fait ah oui quand même. Je fais des visites guidées tous les mardis. Là cette semaine les gens étaient là en disant non c'est juste incroyable. Enfin de trouver ça, il y a ce côté quand même. J'ai reçu une journaliste anglaise, elle a passé l'après-midi à me dire amazing. Voilà. Il y a ce côté à Flaine, de trouver ça ici, de partir au ski là et de croiser une tête de femme de Pablo Picasso, après de découvrir le paysage du Mont Blanc. Voilà, ça c'est un petit peu unique et il y a quand même beaucoup de gens qui le remarquent. On a aussi des gens qui vont passer devant le Picasso tous les jours en regardant leur ski et éventuellement pas le voir. Mais je crois que ça fait partie du jeu et voilà, c'est une proposition qu'on fait. Bon, qu'est-ce qui reste pour terminer, Gilbert Coquart, à Flaine? On l'a dit. Pourquoi pas un jour une grande œuvre pour continuer? Le site est déjà trouvé ou pas? Vous savez où elle pourrait être installée ou posée? On a un petit peu une idée parce que là sur le forum on ne va pas faire une accumulation. En gros il y a 2 sites possibles. La porte d'entrée de Flaine, donc au col de Pierre Carré. À côté du 27e BCA. À côté du 27e, dans un endroit qui pour l'instant n'est pas très bien aménagé, qui sera peut-être pas loin de l'arrivée du futur Fini-Flaine. Donc là, on pourrait avoir une œuvre qui signale Flaine, qui soit sa porte d'entrée. Et après, il y avait un projet aussi éventuellement à l'opposé, c'est-à-dire tout en haut de la station. Je ne suis pas sûr qu'une œuvre devant le paysage du Mont Blanc soit une bonne idée, puisque je pense que le paysage du Mont Blanc se suffit. Donc voilà, mais je pense que le col de Pierre Carré serait une bonne idée. En tout cas, faute d'argent, on peut au moins lancer aujourd'hui très officiellement l'appel à candidature pour un artiste qui souhaiterait proposer une œuvre magistrale à Flaine. De toute façon, le jour où on fera ça, je pense qu'on va d'abord réunir les idées et donc faire appel à projet à des artistes en disant voilà, on aurait ce projet là-haut, voilà le site, on peut mettre un petit budget, faites-nous des propositions. Par contre, il faudra que ce soit un peu monumental. Il faudra que ce soit d'une certaine ampleur, voilà. Comme ceux du buffet. Comme ceux du buffet. Eh bien, merci à vous, Gilbert Merci. Coquart. On rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'art de Flaine. Merci à vous. Merci. C'est ainsi que notre émission se termine, consacrée à Flaine, entre art et architecture, pour ce 24e numéro de Point de Vue. Pour voir et revoir cette émission, pensez évidemment à nos replays sur notre site internet montblanclive.com. Et puis on se dit évidemment à la semaine prochaine.